en quoi la visite du général Bono peut être perçue comme étant une forme d'ingérence au Cameroun? C'est un nombre d'événements qui est rendu important par le contexte préélectoral qui met en scène deux catégories d'acteurs politiques. Premièrement, la galaxie du MRC qui démasqué comme étant, bon, démasqué pour le naïf, des agents de l'étranger, font feu de tout bois sur tout événement qui peut les permettre de blanchir ou d'atténuer la laideur de leur situation. Deuxièmement, vous avez d'autres acteurs à mal de visibilité qui peuvent insister, créer des faux buzz pour agiter la mémoire collective et agiter... bref, se donner de la visibilité, c'est tout. C'est incroyable. À partir du moment où le Cameroun n'a pas rompu les accords diplomatiques avec la France, à partir du moment où les relations entre les deux pays sont encore officiellement encadrées par des accords bilatéraux, on ne conçoit pas qu'une visite de cette nature, demandée par le concerné en passant, c'est pas l'État qui l'a invité, c'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé par le concerné. On veut présenter ça sous le prisme de la perte ou bien d'une ingérence de la perte de la souveraineté du Cameroun. On n'évalue pas la souveraineté d'un pays par une visite. Ça fait rire, Fabrice. On évalue la souveraineté d'un pays dans le cadre militaire par la nature des accords militaires, par la nature des menaces qui pèsent sur ce pays et la manière dont ce pays affronte ces menaces-là, etc. Ce n'est pas dans le cadre d'une visite superficielle à première vue qu'on peut parler d'atteinte à la souveraineté. Donc, c'est un non-événement, ça ne mérite pas toute l'importance qu'on accorde. Nulle part, n'est-ce pas, on ne voit pas à quel niveau la souveraineté est remise en question. Si on commence à fonctionner comme ça, il faudrait que le Cameroun rompe toutes ses relations diplomatiques avec tous les pays européens, tous les pays occidentaux. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas seulement le cas pour le Cameroun. Ce n'est pas seulement le cas pour le Cameroun. C'est un non-événement. Il y a des panafricanistes de circonstances qui veulent jouer aux radicaux, faire croire que le panafricanisme épidémique peut servir de lieu à une véritable réflexion panafricaniste, à de véritables arguments panafricanistes qui se basent sur des faits, qui se basent sur des analyses plus structurées, plus profondes, mieux maîtrisées que, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas possible dans un cadre d'agitation préélectorale. Bon, voilà un peu mon premier jet par rapport à ça. Mais tout à l'heure, je vais donner des arguments encore plus solides. Depuis le retour de M. Tinubu au pouvoir, le nouveau président du Nigeria, on observe un retour en force de Boko Haram. Il faut le dire sans embâche. Vous avez posé le problème de leur armement. C'est la France qui arme le Boko Haram. Le général Tani vous l'a dit. C'est le chef d'État du Niger. 40 ans d'expérience militaire. Chef de l'État du Niger. Membre de la Confédération de l'Ouest Sahel. En pleine guerre contre les terroristes. Il vous a dit de manière claire. Il a désigné la France et l'Union européenne. Boko Haram, c'est un agent de la France, c'est connu. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça fait des mois que le NMP et son modeste président que je suis, nous tirons la sonnette d'alarme sur les menaces qui pèsent sur le Cameroun et le bassin du lac Tchad. Les faits n'ont pas cessé de nous donner raison. C'est la France qui l'a dit. Et toutes ces histoires de meetings de Paris, ce n'est pas le hasard. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc, le général Tchani a donné les éléments qui font plus débat aujourd'hui. Donc, c'est la France qui opère dans la région du lac Tchad, dans le but d'entretenir, financer, protéger Boko Haram, qui est l'un de ses instruments, c'est pas pour non seulement renverser l'AES, mais aussi anticiper sur la succession du président Biya pour le cas du Cameroun. Donc les choses sont claires.
le pacte entre le Nigeria et la France est connu. C'est connu désormais. On ne va pas faire la film bouche. Là, c'est terminé la diplomatie, là. C'est clair et net. Il faut appeler chat, chat. C'est la question de l'ONU et les camps. Tout à fait. L'ONU elle-même révèle qu'avant de faire ça, elle a consulté tous les acteurs politiques. Mais pourquoi Y compris ceux qui ont dénoncé cet accord, président. Tous les acteurs politiques ont été consultés. Pourquoi au moment où on les consulte, ils ne disent rien? C'est la même mouvance qui s'agite, c'est-à-dire que c'est le bruit électoral pour masquer le fait qu'on est des agents de l'étranger. Donc, allez voir cet accord, l'accord entre les Camerounais, c'était publié. C'est purement, c'est-à-dire, c'est de la pure assistance technique. Technique, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit. Ça n'a rien à voir. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens créent cette... Mais on sait pourquoi, on sait pourquoi. Tout ce qui peut faire du bruit, agiter les réseaux sociaux, donner de la visibilité à des acteurs politiques, tout ce qui est à mesure de faire du bruit pour le bruit, les gens font feu de tout bois. Et tel qu'il s'agit. Je ne comprends pas pourquoi la soutenance d'une jeune Camerounaise, il paraît qu'elle est brillante, peut déplacer quasiment tout le gouvernement du Cameroun. Il faut qu'on m'explique ça. Je pense que le gouvernement camerounais doit s'occuper de tous les Camerounais. Pourquoi de manière spécifique cette fille a un encadrement gouvernemental pour sa soutenance? Est-ce que parce que si votre père Babouké, directeur adjoint du cabinet civil, ça veut dire que quand vous soutenez, tout le gouvernement vient et ça devient un événement national? Je ne sais pas quel est le message qu'on veut passer. Si on veut encourager, donner un exemple à la jeunesse, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. C'est un mépris de classe, c'est du terrorisme social. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le message qu'on voulait passer. Quel est le message qu'on veut passer à la jeunesse camerounaise? Mais tout le monde n'a pas pour père M. Babouké. Pendant ce temps, des centaines de doctorants attendent ici à Douala et partout. Soutenir le terre, il y en a qui passent 10 ans à l'université. Je pense que vous le savez. 10 ans, soutiennent pas, 10 ans. Mais peut-être mon ami, je ne sais pas, bon, c'est pas une affaire du RDPC, mais je ne sais pas, peut-être lui, il est dans les ACAN. Moi, je veux comprendre quelle est la symbolique de cet événement. Qu'est-ce qu'on a voulu lui montrer? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est-à-dire, ce gouvernement, désormais, il assume son gouvernement de classe, qui n'est pas au service de tous les Camerounais. C'est-à-dire, il assume ça fièrement. C'est-à-dire, c'est une société de privilèges. C'est-à-dire, il faut être le fils ou la fille d'un grand dans le gouvernement camerounais pour être encadré. Donc, on aimerait que tous les Camerounais qui ont le potentiel soient aussi encadrés que cette belle jeune fille. Je répète encore, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vaut. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec sa mention. Je ne parle pas de ça. Mais moi, je veux comprendre pourquoi tout un gouvernement peut abandonner leur bureau, les dossiers de l'État, pour aller s'exhiber devant la soutenance de cette jeune fille. Moi, je veux comprendre. C'est une image qui fait honte à l'État du Cameroun. Parce que le message qu'on veut passer, il paraît, vous me trompez, parce que les réseaux sociaux, ça rencontre plus de preuves quoi. Il paraît même que le président l'aurait félicité. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On a vu aussi peu, hein. On l'a vu pour l'ouverture d'une église au Cameroun. Le président signait un décret à 13h, se faisant représenter par le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo. Il dit l'ouverture d'une église, comme par hasard, c'est l'église de M. Babouké et son épouse. Je veux qu'on m'explique. C'est-à-dire, c'est quoi cette image? Qu'est-ce qu'on voulait montrer à la jeunesse camerounaise? Indira, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on veut nous présenter? Qu'est-ce qu'on veut expliquer aux gens? C'est quand même... moi, je veux comprendre. D'accord. L'énergie coûte cher au Cameroun, ça coûte cher. Et les citoyens se tirent les cheveux pour honorer les factures d'électricité à la fin du mois. Ce sont des problèmes réels. Donc, c'est bien nationaliser, mais il faut que la nationalisation réponde à ces problèmes. Il faut répondre à ce problème. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire dans la quantité. Hein, Natigal, Membele, c'est là qu'on a construit. Mais il faut déjà évaluer tout le Cameroun, c'est un des rares pays hein, qui a une diversité en matière de barrages d'approvisionnement, les barrages
hydroélectriques, les centrales thermiques, les barrages de retenue. Il y a tout ça qui est là. Tout ce parc en matière d'infrastructure énergétique, c'est une bonne chose. Mais il y a le problème de qualité. D'abord, la cohérence entre les différentes infrastructures. La cohérence, c'est-à-dire que quant à la demande réelle du pays en matière d'électricité. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Quand on parle de cohérence, vous savez qu'on a un problème d'interconnexion des réseaux sud, du réseau nord, etc. Il y a, comme je l'ai dit, le réseau, etc. Donc, ça fait que tout ça, il faut bien coordonner tout ça, s'assurer qu'il y a une véritable adéquation entre les barrages de retenue, les barrages même hydroélectriques, etc. Hein. Voir comment on exploite de manière plus qualitative les centrales thermiques, les centrales éoliennes, etc. Bon, il y a tout un travail, il y a beaucoup de travail à faire pour que la nationalisation ne soit pas seulement un transfert de problèmes à l'État, que le privé n'a pas pu gérer. Il faut qu'il y ait un véritable bon qualitatif, n'est-ce pas, en matière énergétique, dans tous les aspects, n'est-ce pas, du secteur. Président Banakani, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous étiez en train de donner vos premières impressions. Nous voulons ici nous-mêmes aussi interroger, est-ce que cette nationalisation de la société énergétique ENEO par l'État du Cameroun ici va résoudre le problème de l'électricité au sein de la société camerounaise? Est-ce que le fait pour l'État du Cameroun de nationaliser cette société-là n'est pas un moyen pour effacer ces problèmes que la société camerounaise subit déjà en termes d'électricité? Bon, d'abord, la question de savoir pourquoi on l'a privatisé. Quels étaient les buts poursuivis par l'État en privatisant? Hormis la satisfaction des exigences de Bretton Woods, l'État visait quoi? Où est l'évaluation des différents cycles de privatisation qui ont été faits par l'État dans ce secteur? Est-ce qu'on a évalué? Vous avez parlé, on est passé d'AES, etc., jusqu'à Actis. Bon, on a évalué quoi? Le secteur privé a apporté quoi? Ces investisseurs étrangers, soi-disant, ils ont apporté quoi? Que ce soit dans les barrages, c'est l'État qui investit. Dans la production, c'est l'État qui investit. Dans la maintenance, c'est l'État qui investit. Ils apportent quoi? Donc, pourquoi d'abord a-t-on privatisé? Le vrai problème, il est là. Est-ce que notre pays est capable de déclencher, de mettre sur pied une véritable politique de souveraineté énergétique? Tout ce que cela comporte. On dirait sans l'accord, c'est vers là qu'on avance. Non, sans l'accord des bailleurs de fonds. Je ne suis pas sûr que c'est vers là qu'on avance. Comment vous savez que c'est vers là qu'on avance? Puisque je vous dis pourquoi a-t-on d'abord privatisé? Puisque on a privatisé, on nous a vendu ça en disant que donc les investisseurs étrangers vont venir, il y aura le transfert de technologies, etc. Il y aura une grande augmentation des capacités installées. Mais il n'y a rien de tout ça. Le privé n'a rien fait de tout ça. C'est l'État qui s'est mis encore à investir, à garantir les prêts étrangers, etc. Il y a un problème. Donc, le privé a causé plus de problèmes. Parce que quand ils viennent, ils ont intensifié l'exploitation des installations qu'ils ont trouvées. Mais en dégageant des plus-values. Donc, le problème de fond, c'est un problème de gestion. Puisque le privé n'apporte rien. Et ils viennent, ils gèrent bien dans le sens de gagner de l'argent. On ne voit pas ce que tous ces différents investisseurs étrangers n'ont rien apporté. AES ici, c'était, ils vendaient le noir. Ils vendaient le noir, comme on dit, au quartier. Donc AES ici, ils n'ont rien apporté. Ils ont importé leur parc de centrales thermiques qu'ils avaient chez eux. Donc les gars sont venus faire des affaires. Ils n'ont rien apporté. Actis, c'est pareil. C'est pareil. Donc où les gens viennent, ils surexploitent l'existant en l'État, gagnent de l'argent. Donc le débat veut dire que l'État a démissionné de ses responsabilités en la matière. C'est ça le véritable problème. Pensez-vous cette nouvelle fois que l'État veut gagner en souveraineté énergétique? Il faut qu'on pose les bonnes questions. Tant qu'on n'a pas répondu à la véritable question, pourquoi a-t-on privatisé? Qu'est-ce qu'on a gagné dans la privatisation? Le fait qu'on a fait plaisir à Bretton Woods,
Si le but c'est ça, rien n'a bougé. Le vrai enjeu, c'est que est-ce que le pays a développé la technologie en la matière et la maîtrise? Est-ce que l'offre énergétique est à la hauteur de la demande? Est-ce que nos perspectives en la matière sont maîtrisées dans le sens où nous avons suffisamment d'ingénieurs, nous avons les capacités locales qui permettent de maîtriser le secteur dans tous ses aspects? Attendez. Depuis qu'on a privatisé, il n'y a pas ça. Or, avant, avec Sonel, quoi qu'on dise, quand vous causez avec les ingénieurs de Sonel à l'époque, vous voyez quand même que bon, c'était lent, mais il y avait un processus au fur et à mesure d'acquisition de la souveraineté par une maîtrise locale de tous les enjeux de l'électricité, que ce soit au niveau de l'ingénierie, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la maintenance, etc. On avait déjà... mais ce cycle-là a été cassé, on a privatisé, et ce processus a été interrompu. Donc, dans le fond, la privatisation, c'est un arrêt. C'est un coup d'arrêt qu'on a donné à notre marche vers la souveraineté énergétique. Donc, la renationalisation n'a de sens que si, derrière, il y a un véritable projet de reconquérir ce qu'on a perdu dans le domaine. C'est ça l'enjeu. Pour moi, c'est pas venir dire que bon, vous savez, bon, comme c'est notre sensibilité, on voit que non, on va seulement dire que c'est bon. Non, non, non. Ça ne sert à rien de renationaliser si on va mal gérer, si on va continuer à faire les villageoisies qu'on fait dans les entreprises parapubliques. Ça ne sert à rien. Il faut que la renationalisation s'accompagne avec une vraie feuille de route qui conduise vers l'indépendance énergétique du pays. Dans tous ces aspects. C'est ça le vrai enjeu. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Mais président Bandakani, on observe déjà une tendance pour l'État camerounais de nationaliser plusieurs entreprises, un peu comme pour le cas parapublic, un peu comme le cas de Kamwata qui va suivre Eneo. Donc, ça peut déjà nous rassurer quant à la qualité du service. Non, la nationalisation ne rassure pas en qualité de service. C'est une bonne chose que ce cycle de privatisation, vampirisation s'arrête. C'était de la vampirisation. C'est une bonne chose en soi. Mais il faut être rigoureux. Quand vous regardez, quand vous jetez un coup d'œil sur le secteur parapublic, il y a des problèmes. De mauvaise gestion. Je dis bien de mauvaise gestion. C'est très grave. Il faut un violent coup de fouet dans le secteur. Je dis un violent coup de fouet dans le secteur pour nettoyer les écuries de geste, comme on dit dans le jargon. Il faut ça. Bon, le principe est bon. C'est ce que nous demandons depuis. Hein. D'abord, je voulais vous rappeler que dès le départ, nous nous sommes opposés aux privatisations. Nous sommes constants. Je dis dès le départ, dans les années 90, tout ça, nous nous sommes toujours opposés de manière ferme aux privatisations. Parce que nous connaissons que ce qu'on appelle investisseurs étrangers en Afrique sont des bandits. Ils viennent pas là, ils n'apportent aucun plus. Bon, maintenant, l'État s'est lancé dans ça. 20 ans, 30 ans après, l'État découvre les charmes de la nationalisation. Ok. Le principe est bon, ce sont les secteurs stratégiques. Mais il faut qu'il y ait de véritables projets d'indépendance, de maîtrise technologique, de facilitation de l'accès des populations à une énergie moins chère et de bonne qualité. C'est ça qui va montrer qu'on n'a pas fait un tour de passe-passe où on transfère un passif que le privé est venu aggraver à l'État, c'est-à-dire à vous et moi. C'est ça le vrai enjeu. Donc, les gens, on s'attend que nous on danse. Oui, bon, je dis, sur le principe, le NMP, nous sommes contents. Mais nous restons largement sur notre fin parce que nous voulons voir quel est le tableau de bord qui accompagne cette démarche de nationalisation. Si vous nationalisez pour qu'on se retrouve comme ce qu'on voit à Camtem, là, ça ne vaut pas la peine. Camtel, ça ne vaut pas la peine. Où on transforme l'entreprise parapublique en repère de villageois, où les gens se partagent les trucs, font n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Il faut tout ça doit s'inscrire dans une perspective de transformation du secteur parapublic de l'État. Je dis bien transformation, en y implémentant des règles rigoureuses de bonne gestion. En quelques secondes. Et des perspectives claires en la matière, qui garantissent, qui vont dans le sens de l'indépendance et de la souveraineté du pays. Merci, Président Bandakani. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Regardons le métier en lui-même. Vous n'avez remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident.
Ça veut dire que la France peut sécuriser un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté, aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes, puisqu'on a dit on nous a dit qu'il y avait 1 million de personnes. Si vous pouvez sécuriser 1 million de personnes dans le cadre d'un meeting politique, pourquoi on ne peut pas assurer la sécurité des artistes qui viennent prester et qui sont pourchassés, massacrés physiquement, leur réputation est attaquée, détruite? Vous ne les sécurisez pas, et ça de manière répétitive. Plus grave, vous ne sécurisez pas les ministres camerounais quand ils sont sur votre sol, les ministres camerounais, ne parlons pas du chef de l'État d'un pays. Ou vous faites semblant de sécuriser, les gens arrivent même dans l'hôtel où le président se trouve, etc. Je voudrais vous demander si, quand un président français vient ici, vous pouvez vous approcher de lui, parce que l'État camerounais qui respecte ses engagements internationaux s'assure que les Camerounais qui ne veulent pas voir le président français sur leur sol, à juste titre d'ailleurs, n'approchent pas. Maintenant, je finis mon argument en convoquant le fait que, dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un métier à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. M. Kamto est un agent de l'étranger. Je voudrais rappeler que M. Kamto, quand il était au gouvernement, on interdisait les manifestations dans ce pays. Pendant les 7 années qu'il a passé au gouvernement, on interdisait les manifestations. Qu'est-ce qu'il disait? Est-il normal d'interdire les manifestations quand on est ministre et quand on devient opposant? Ça devient un crime contre l'humanité de les interdire. Ça pose le problème des rapports que M. Kamto a avec l'expression de la démocratie qu'est les manifestations. Que sont les manifestations publiques? Vous ne pouvez pas être au gouvernement, le gouvernement interdit les manifestations, réprime les manifestations. Je ne voudrais pas convoquer ici les événements de 2008. La répression a causé des morts. Quand tu étais au gouvernement, ça n'a pas dérangé. Donc, ce rapport extrêmement mesquin quant à la valeur qu'on accorde aux manifestations pose un problème. Donc, je répète et je confirme, M. Kamto, c'est un agent de l'étranger. C'est un agent de la France. Et le MRC, c'est une structure politique supplétive des instances stratégiques françaises contre l'Afrique et contre le Cameroun. J'attends qu'on me démontre le contraire. J'attends qu'on me le contraire. Donc, il m'a dit qu'il est évident que quand je dis ça, ça veut dire que les agitations de petits supplétifs de M. Kamto et de la France-Afrique me font sourire. Quand quelqu'un dit que Ouattara est son modèle, vous ne cherchez pas. C'est son ami d'affaires. Hein? Vous connaissez le cabinet Les Lydias? Célèbre cabinet en France. Les Lydias. Quelles sont les connexions selon vous, monsieur? Il travaille là-bas, il est membre, il travaille là-bas. C'est dirigé par M. Mignard. C'est-à-dire ce cabinet est extrêmement dangereux dans son rapport à l'Afrique. Ce cabinet qui maintenait Barbois à la CPI. Les Blé Goudé, les Madame Barbois, tout ça. C'est le cabinet Mignard. Son président est le président du comité éthique du parti de M. Macron. M. Mignard, comme ça est Macron. Mais que c'est par hasard que M. Kamto dit que Ouattara est son modèle politique. Vous ne voyez pas que toute cette mouvance célèbre Ouattara, le président comme un modèle, il compare toujours la Côte d'Ivoire au Cameroun. Ouvrez vos yeux, ce n'est pas le hasard. Il y a une consanguinité, la filiation, de la trahison, des agents qui travaillent pour la France. Ils ont une filiation, ils se soutiennent entre eux. Vous demandez agent de l'étranger, quelqu'un, il est membre du cabinet Les Lydias. On m'a dit qu'il travaille là-bas. Il est le seul avocat qui pourrait travailler là-bas. Il travaille quoi là-bas? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on travaille là-bas? Si ce n'est pas faire des complots contre le continent africain. Je vous dis que si le MSC est au pouvoir, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce parti feraient mieux de changer de pays. Il faut changer de pays. Parce que ça sera pire que Ouattara en Côte d'Ivoire. Bien qu'ils soient de la même famille, ça sera pire. Donc les faits sont là. Il faut faire comme ça, on ne le voit pas. Les faits sont là. Ce sont les mêmes gens qui dénoncent la séquestration soi-disant de leur leader,
qui dénoncent le fait que leur leader est traqué, on le pourchasse, c'est la victime du régime. Mais ce sont les mêmes gens qui opposent le même rapport, qu'ils font semblant de dénoncer avec toute la vigueur, mais ils ont la même pratique qu'ils font semblant de dénoncer quand il s'agit du régime, puisqu'ils sont toujours les victimes du régime. Donc, mais, quand il s'agit, mais ils font pareil vis-à-vis de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, alors qu'ils ne sont même pas encore au pouvoir. Vous imaginez les conséquences qui vont se passer s'ils sont au pouvoir? Voilà pourquoi notre position est claire. Le MSC est une menace grave pour le Cameroun. Menace grave pour les libertés. Menace grave pour le rêve démocratique des démocrates africains, donc camerounais. C'est une menace. C'est un mouvement qui est incompatible avec toute véritable perspective démocratique, dans le sens de la tolérance, dans le sens du respect, n'est-ce pas, de la différence des opinions des uns et des autres. C'est pour ça que c'est une secte. Je pense avoir expliqué. C'est une secte, en plus, dangereuse. Un malheur a frappé le Cameroun, c'est l'arrivée de ce monsieur en politique. C'est un malheur qui a frappé ce pays. Depuis son arrivée en politique, l'atmosphère est devenue extrêmement malsaine. Et toutes les valeurs sont renversées. Ce n'est plus la politique qu'on fait, c'est la sorcellerie, le débat est cadenassé. Le général Tchani fait partie de la nouvelle génération de dirigeants africains, résolument tournés vers la construction d'un panafricanisme du XXIe siècle, et qui a compris avec méthode, avec une parfaite connaissance de ces dossiers, c'est pas par sa grande maîtrise des questions géostratégiques. Il a compris que aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul, et que les problèmes de chaque pays africain sont les problèmes de tous les pays africains, et vice-versa. Il a une grande chance pour le continent. C'est une grande chance pour le continent, et nous ne cesserons pas de remercier le vrai Dieu qui veille sur eux, qui les protège de toutes les manœuvres de l'ennemi. C'est un grand moment de géostratégie et de géopolitique. C'est la deuxième en la matière. Ben, de voir un président se hisser à ce niveau et se mettre en capacité d'épouser les enjeux, pas seulement au niveau du discours, mais aussi au niveau de la passion de l'homme d'État, du patriote africain, une passion qui montre que c'est tout entier qu'il se donne à cette cause-là. Général Tchani nous fait penser aux grands Africains qui l'ont précédé. C'est une fierté pour l'Afrique. Je voudrais tirer mon chapeau au général Tchani et dire merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une interview que nous n'avions pas encore vue, dans laquelle nous avons vu un chef d'État prendre la posture auparavant dans la guerre. Monsieur le Président, quelle est la symbolique de cette nouvelle donne? Est-ce que c'est une nouvelle donne géopolitique? Bien sûr. Depuis sa première interview, je l'avais déjà dit, je voulais vous renvoyer à ma réaction à la faveur de cette interview. Je vous avais dit que c'était une nouvelle page qui s'écrivait quant à la géostratégie africaine en général, géostratégie de la sous-région Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale, puisque n'oubliez pas que le Niger est comme le Tchad, c'est un peu la jonction entre les deux sous-régions. Je l'avais dit. En quoi c'est une nouvelle ère? Parce que pour la première fois, on voit un président tenir de tels discours dans un continent qui avait été cadenassé par la diplomatie du mensonge, de l'hypocrisie, par la bienséance diplomatique, et parce que certains Tintins maintenant parlent de pragmatisme, le pragmatisme, n'importe qui s'élève. Ça vous renvoie à un autre Tintin qui s'est agité à Paris, dernièrement, pragmatisme. Voilà le vrai pragmatisme. Pas celui de la trahison, de la couardise. Donc, c'est en ça que ça inaugure une nouvelle ère. Et nous, on peut le dire avec beaucoup de fierté parce que, désolé, c'est pas de notre faute si nous avons jeté les bases de ce qui est en train de se passer là,
à savoir une diplomatie de la vérité, rompre le carcan de la diplomatie classique, tel que les Occidentaux nous l'ont imposé avec les accords de Vienne, où on te fouette, tu as mal partout, tu pleures, tu souffres, mais tu viens devant les gens, tu ris, et après pour te défouler sur ton peuple. Ça n'a rien produit, ce cycle-là, ça n'a rien produit. On est là devant un dirigeant qui informe ses citoyens sur la vérité des faits et de la situation du pays. Il partage avec l'ensemble de son peuple et du peuple africain les informations stratégiques. Je vous avais dit, c'était une nouvelle guerre. Là où la France, agissant pour le compte de l'Occident, se rend invisible. Parce que le vaurien de l'Élysée pense qu'il est intelligent et que la France doit être invisible. Mais non seulement on le tape dans l'invisible, mais la preuve de la défaite qu'il a déjà, comme le déjà infligé dans l'invisible, c'est lui qui allait se cacher là-bas, c'est pas nous. On le tape là-bas, mais la preuve c'est que tout ce qu'il fait dans l'invisible, on vient mettre ça dans le visible et on partage avec le peuple. Alors, on a une situation où, comme Karl Marx le disait, le peuple, c'est-à-dire il faut réussir à diffuser les idées révolutionnaires et faire du peuple un peuple en armes. Ce n'est plus l'armée, c'est l'ensemble du peuple qui est en armes et du coup il devient invincible. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle donne où l'invincibilité de nos États est garantie par le fait que une nouvelle armée émerge, c'est-à-dire de la conciliation de l'armée classique et l'armée de tout le peuple en armes, pour le plan de Karl Marx. Donc c'est en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas revenir sur toute la perspective globale qu'il a donnée à son propos. Dès le début de son intervention, il est clair. Il dit, et là encore on voit l'homme d'État qui fait avec son temps. Pas seulement en manipulant les gadgets, mais en étant à la hauteur des enjeux par la connaissance des lois de la géopolitique mondiale. Il commence, il dit qu'on ne peut pas analyser ce qui se passe au Niger en dehors du contexte de la globalisation. Ce sont des phénomènes globaux. Il a dit, c'est pour ça qu'il a rappelé, il est parti depuis la prise d'otage en Arabie Saoudite, en 1979. Il est passé par l'Afghanistan, il est arrivé en Syrie, après il a fait le retour sur l'Algérie, avant d'atterrir au Sahel. Il a lancé une trajectoire de la connaissance de la situation géopolitique qu'il s'apprêtait à décrire, qui fait le tour du monde, où il y a un dessin du caractère global du complot qui est fait contre l'Afrique. Donc c'est important, ce n'est pas une affaire nigérienne, ce n'est pas une affaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est une affaire de l'Afrique, c'est une affaire du monde. Hein? Et il a bien dit que ce combat-là, c'est le combat contre la nouvelle néocolonisation. Je reprends ces mots, hein. Est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu combien de présidents africains parler comme ça? Vous avez des pragmatiques là, hein, qui enlèvent le caleçon matin, midi, soir devant les vauriens de l'État français, pour ne citer que la France, qui sont capables de tenir le moindre discours articulé. Alors, il a démontré ça par des preuves inattaquables. Comme je dis, inattaquable. Avec la mémoire phénoménale qu'il a, il n'y a aucun document, il vous donne les dates précises, les lieux, tout. Il a démontré, une fois de plus, il a cité l'Occident qui est derrière ce complot. La France, l'Union européenne, et écoutez bien, il précise, l'ancien pouvoir américain. L'ancien pouvoir. Pourquoi il fait la précision? Et c'est là où on se rend compte que le président est au fait de l'analyse géopolitique. C'est pas... Il est au fait des évolutions. Des évolutions. Ce n'est pas les faux villageois qu'on a à la tête de nos pays là. Ça, il est au fait des évolutions. Parce que la nuance géopolitique, politique, même stratégique, qui est imposée par la venue au pouvoir de Donald Trump, n'a pas été comprise par la majorité des Africains. Pour ne pas dire plus. N'a pas été comprise. Le général est au fait. Il est au fait de cette nuance. C'est très important. Quand il parle de ceux qui complotent pour la recolonisation de l'Afrique, c'est bien précisé. Maintenant, il est allé plus loin. Il nous a dit quels sont les agents locaux de ce conglomérat global occidental. Il a cité encore très clair le Niger, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon,
le Sénégal. Non, il a cité de manière claire, c'est-à-dire il est clair. Et il dit, il ne faut pas que les gens se laissent endormir par les fausses annonces de départ des militaires français. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. L'actualité des complots est datée. Jusqu'au février 2025, vous parlez des réunions qui sont tenues au Nigeria, où toute la filière de financement, d'armement, de fourniture de la logistique, de protection des groupes terroristes est exposée à Mondovision. Les Français à la peau noire, les faux Africains négriers des temps modernes, traitent à leur continent, qui racontent des histoires matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Non, on a eu droit à un cours à Mondovision de haute portée sur la géostratégie. On a eu un cours de patriotisme africain, de panafricanisme. Et on a assisté à une exposition universelle des traîtres africains. Et le fait qu'on a coupé l'herbe sur leurs pieds en exposant leurs manœuvres. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps sur la sortie de ce grand patriote africain. C'est ça un homme politique. C'est ça un homme politique. Ce ne sont pas les agrégés, les bavards. Voilà un vrai homme politique. Un homme politique, c'est un diffuseur de connaissances vivantes. Un homme politique, c'est quelqu'un qui crée une génération, qui amène les gens à adhérer à un projet. Un vrai projet pour son continent et pour son pays. Pas manipuler les gens pour les faire adhérer à des causes perdues, des fausses causes contre leur continent. Le général, c'est un vrai homme politique, c'est un vrai homme d'État. Il faut le plus chapeau, mon général. Je voudrais apporter toute ma solidarité à l'État d'Iran. Vous avez pris position pour l'Iran? Comment on fait pour la prendre position pour l'Iran? On fait comment? Je ne suis pas un sioniste. Et puis si on a le moindre sens de la justice, comment on peut ne pas soutenir l'Iran? Donc, j'apporte ma solidarité au peuple iranien, au gouvernement de l'Iran, au guide suprême, M. Khamenei. Et j'ai une pensée particulière pour les familles de toutes les hautes autorités de l'Iran qui ont été endeuillées lors de l'attaque ignoble de l'État sioniste d'Israël contre l'Iran. J'ai une pensée pour Ali Chamani, pour le général Hossein Bagheri, pour le commandant Hossein Salami, pour le commandant Gholam-Ali Rachid et à M. Mohamed Kazemi. Donc j'ai une pensée particulière pour eux. Alors, si vous me demandez d'avoir une pensée particulière pour les hauts gradés israéliens, je n'ai aucune pensée pour eux. Aucune. Ce sont des génocidaires. Ce sont des criminels. Mais je l'ai dit en entame, je suis solidaire des civils israéliens qui périssent dans les frappes. J'ai une pensée pour ce peuple-là aussi, qui lui aussi est un otage de la vieille stratégie sioniste qui consiste à enfermer ce qu'on appelle ça le peuple juif entre le marteau et l'enclume. Ça s'appelle la stratégie du ghetto. Donc, il faut aussi avoir une pensée pour ce peuple-là qui est pris en otage par la logique sioniste. Pas de confusion. Peuple israélien et son élite. Pas de confusion, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Donc, pas de confusion. Même si on n'est pas naïf. Dans ce peuple-là, il y a le colon endurci, il y a des sionistes endurcis, des petits sauvageons, tout ça. Oui, oui. Mais ce n'est pas l'ensemble des juifs. Ce ne sont pas toutes les populations juives qui sont dans cette affaire. Et on sait comment organiser la prise en otage du peuple juif par la bande des sionistes, dont Bibi Netanyahou est le porte-parole politique. Donc c'est très important de faire cette distinction-là. Aucune compassion pour les hauts militaires israéliens. Je dis bien les hauts militaires israéliens parce que j'ai une pensée pour tous ceux qui désertent. Il y a des déserteurs là il y a les militaires qui refusent de continuer à faire des massacres.
Beaucoup refusent de continuer à faire la guerre. Il y a beaucoup de militaires, les réservistes, énormément qui désertent. Il faut même penser pour tout cela. Il ne faut pas faire comme si on ne voit pas ça. Mais par contre, tous ces hauts gradés qui sont autour du criminel Netanyahou, aucune pensée pour eux. Le plus tôt le monde va s'en débarrasser, plus il y aura la paix sur la terre. Revenons dans la situation iranienne, Monsieur le Président. Nous voyons que les positions se radicalisent de part et d'autre. Et du côté de l'Iran, on nous a annoncé dans les chaînes d'État qui sont à la 6e vague de lancement des missiles, des tirs balistiques D'abord, en direction de l'État d'Israël. tout à l'heure, m'avait demandé mon avis sur l'évolution de la situation. Vous savez, comme toujours, à faire comme les autres, nous ne sommes pas les journalistes des médias mainstream, en général et en particulier les médias français, américains, anglais, qui sont une honte pour le métier de journaliste. C'est-à-dire, c'est la honte de la honte. On a pu affaire à des journalistes, on a affaire à des criminels qui ont transformé les rédactions en arènes militaires. Les journalistes sont devenus des tueurs, des assassins en col blanc. Donc, quand on veut faire une seule analyse des situations, il faut se démarquer de cette grille-là, qui évidemment est une commande des États qui co-génocidaires, qui soutiennent, n'est-ce pas, Israël dans ses crimes contre l'humanité. Donc évidemment, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. L'évolution, là, il faut commencer dès 1948. Il faut commencer dès le processus qui a abouti à la création de l'État d'Israël. Sinon, on ne comprend rien à cette affaire. Alors, quand vous regardez ça comme ça, vous n'allez pas isoler l'affrontement actuel entre l'Iran et l'État d'Israël. Vous n'allez pas isoler ça, non seulement de l'ensemble du conflit tel qu'il embrasse le Moyen-Orient depuis des décennies, mais même de l'ensemble de la situation mondiale. Parce qu'à la fin, on voit de plus en plus s'affirmer deux camps à travers cette guerre, deux camps. Le camp libéral sioniste qui a Israël pour totem, Washington, Londres, Paris, l'Allemagne, tous ces pays-là, etc. Et d'un côté, le monde multipolaire qui émerge. Les camps sont très clairs. Et ces deux visions de l'humanité qui de plus en plus vont se consolider, vont s'affirmer. En puissance, c'est la multipolaire. C'est la vision multipolaire, au détriment de la vision libérale. Donc il faut avoir cette perspective-là, d'abord globale, que je viens d'esquisser, mais une sous-perspective régionale, avant même d'avoir une perspective binationale, c'est-à-dire dans le cadre de l'affrontement de deux États, ces deux États que l'on vit là. Donc, il faut savoir cette superposition de perspectives qui fonctionne comme un engrenage est indispensable pour bien décrypter ce qui est en train de se passer. C'est important de le dire. Et de ce point de vue, les choses sont claires. On a affaire à un État criminel, colonial, nazi, un État d'apartheid qu'on appelle Israël, qui lui-même est un instrument créé par les Occidentaux, l'Angleterre, les États-Unis, la France aussi, tous ces pays-là, bref, l'Occident, qu'il a créé pour des raisons historiques d'abord, à savoir le contrôle des immenses richesses naturelles qu'il y a dans cette sous-région. Il faut toujours rappeler ça, Parce qu'un des enjeux de Gaza, qu'on ne dit pas, derrière le masque eschatologique, tout ça, et idéologique, il y a un enjeu. Gaza est sur une nappe gazière extraordinaire. Président Manakani, avant de revenir à cette question du conflit qui perdure depuis la création de l'État d'Israël en 1948, nous voulons ici interroger, Président, ce conflit a été par les présidents des pays occidentaux, même des États-Unis, présenté comme quelque chose qui devait finir dans les jours qui venaient et que l'Iran allait croupir sur le poids des missiles qu'il devait recevoir. Mais on est en train de remarquer sur le terrain quelque chose de différent, Président. Quelle est votre appréciation sur la question? J'y arrive. Vous n'allez pas me faire changer ma perspective. Ça ne sert à rien. Vous fonctionnez comme un journaliste. Moi, je ne suis pas les journalistes. Ça, c'est une approche factuelle. Je vais y venir à la fin. L'approche factuelle est dirigée, dominée, inspirée par l'approche historique, qui permet de bien comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Sinon, on va faire comme les médias occidentaux.
à faire comme eux. Or, c'est un prisme déformant, c'est un prisme mensonger. Il ment, c'est un prisme dangereux. On ne comprend rien quand on aborde cette question-là. La seule perspective qui permet de bien voir les choses, c'est celle que elle est historique, c'est ce que je suis en train de faire. Allez-y. Voilà, donc je suis en train d'expliquer ça, c'est très important. Il y a d'immenses enjeux en matière de ressources naturelles dans le coin. C'était le pétrole, et vous comprenez rien au pétrole-dollar si vous ne comprenez pas le Moyen-Orient. Le pétrole-dollar, ça a été pratiquement, ça avait pour base arrière le Moyen-Orient. L'accord entre les Américains, le pacte américain et saoudien, c'était quoi? Le pacte américano-saoudien, c'était ça, en partie. Donc, Israël, de ce point de vue, est un engin, est un instrument géopolitique et géostratégique pour assurer le contrôle occidental sur les immenses richesses de cette zone-là, et deuxièmement, sur sa position de passage stratégique majeur, Madame Charlotte Diengler. Le triangle Europe, Afrique et Amérique n'est pas possible sans passer par cette région. Donc, en termes de passage stratégique, l'enjeu est immense. L'enjeu est immense. Maintenant, après, quand on a fini d'évoquer les raisons historiques, les raisons géographiques, maintenant, il y a les raisons, comment on va dire ça, idéologico-eschatologiques. Israël, l'idée, ce qu'il y a derrière Israël, c'est un projet qui est très profond. C'est-à-dire, au-delà de la géopolitique classique, ce qu'il y a derrière, c'est le sort de l'humanité. Il faut que les gens comprennent. Il faut avoir toute l'eschatologie qu'il y a derrière le sionisme. Ce n'est pas un jeu. Les gens travaillent pour ça. L'eschatologie est le carrefour où vous allez rencontrer toutes les grandes familles de la finance, où la géopolitique classique rencontre la finance, et où les deux épousent le militaire. Le militaire. Quand vous allez au niveau mondial, vous voyez très bien devant vous se dessiner les complexes militaro-industriels, les complexes pharmaceutiques. Vous avez le complexe de la finance. Mais Madame Charlotte, vous comprenez, quand vous avez les trois, vous regardez l'évolution du monde, nous arrivons au stade suprême du mondialisme. Mais ce n'est pas le mondialisme. C'est aussi simple que ça. C'est une vision du monde, c'est le stade suprême du libéralisme qui va s'exprimer par l'effacement de toute souveraineté nationale, disparition des nations, disparition des individus, au profit d'un ordre, écoutez bien, et ça, ce n'est pas visible si on ne revient pas maintenant sur le projet sioniste en soi-même. Vous avez là-bas en Israël, Jérusalem, comme capitale de l'État d'Israël, d'après Israël. Mais d'autres, les Arabes, l'islam ne reconnaît pas ça comme ça. Les Arabes ne reconnaissent pas ça comme ça. Vous avez la question des temples. C'est ce que vous aimez, les temples. Alors, est-ce par hasard que la plupart des dirigeants occidentaux, quand ils vont en visite en Israël, il y a des lieux symboliques qu'ils visitent à tout prix. Le mur de lamentation, par exemple. Mais les mosquées, mais vous avez l'enjeu du temple. Mais toutes les grandes familles de la finance, la plupart, les Rothschild par exemple, ils vous disent qu'ils ont un grand projet qui dépasse le rêve absolu de la reconstruction du troisième temple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour les musulmans, c'est une déclaration, c'est plus qu'une déclaration de guerre. Mais quand vous fouillez les archives eschatologiques des sionistes, ils attendent quelqu'un. Ils ne cachent pas. Tous attendent quelqu'un, ils attendent leur Messie. Et pour qu'ils viennent, mais il faut qu'ils trouvent le monde dans un certain état. Madame, ils doivent trouver le monde dans un certain état. Et c'est ce qui justifie leur attaque envers d'autres pays. Non, ça justifie le grand Israël. Tout ce qui va avec Jérusalem, capitale absolue d'Israël. On ne partage pas ça. Attention, on ne partage pas Jérusalem. Mais c'est inacceptable pour les autres.
C'est inacceptable pour les musulmans, c'est inacceptable pour les autres peuples qui sont là dans la sous-région. Donc, tous ces aspects-là doivent être mis ensemble et en perspective pour comprendre ce qui se passe. Il faut bien comprendre ça, c'est important de savoir, d'avoir cette perspective-là. Ce n'est pas un jeu qu'on a en train de faire. Vous ne comprenez pas pourquoi, à un moment donné, les Juifs, soi-disant, ont des problèmes de pogrom, de maltraitance, tout ça qu'on sort en Europe, mais c'est en Palestine qu'on vient les installer. Et pour les installer, on décide d'exterminer les Palestiniens. On décide de changer le nom du coin. Ça devient, c'est la Palestine, mais c'est devenu Israël. Alors, le projet d'exterminer les Palestiniens, vous devez comprendre pourquoi on veut les exterminer. Pour quelle raison, Président? Mais je suis en train de vous dire. Pour établir le Grand Israël. Mais le Grand Israël, qu'est-ce qu'il y a derrière le Grand Israël? Il n'y a pas de Grand Israël sans le troisième temple. On le reconstruit. Et pour qui on le construit le troisième temple? Ce n'est pas pour vous. Certainement pas. Ah ben c'est pour accueillir celui qu'on attend. Et je le répète encore, il faut voir toutes les dimensions de cette affaire pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Les courants matérialistes, c'est-à-dire, parlons comme ça, les courants marxisants, athées, ne lisent pas les choses comme ça. Et ils privilégient l'aspect historique. C'est normal. La question de la colonisation, du contrôle des matières premières, etc. Les questions géostratégiques. Mais les idéalistes, ceux qui croient en Dieu, mettent en avant les aspects que je suis en train de vous dire, les aspects eschatologiques. Ils mettent ça en avant, sans nier les autres aspects. Mais pour eux, le plus fondamental, ce sont ces aspects-là. Et vous allez donc comprendre plus tard le rôle de Donald Trump. C'est qu'un jour, vous allez comprendre les dessous de l'affrontement entre Israël et l'Iran. Alors, quand vous parlez, je reviens dans votre question, quand vous parlez des aspects factuels aujourd'hui, ce qui s'est passé, mais je vous dis que vous voyez, je comprends, vous êtes jeune, hein, mais pour des personnes qui ont un certain âge, ce n'est pas le premier affrontement qui est entre l'Iran et Israël. Nous savons que cette région est le théâtre de multiples conflits depuis la création même de l'État d'Israël. Très bien. Vous allez comprendre donc que Netanyahou n'a rien inventé. C'est un petit exécutant d'une politique qui est décidée depuis les années 40, depuis les années 50, depuis les années 60. Et que tous les présidents américains successifs chacun a apporté sa pierre à cet édifice-là. Écoutez très bien. Et que depuis les années 2000 en montant, on dit partout aux États-Unis, on dit dans la stratégie, on dit laissez Bibi va faire ça. Bibi, c'est qui? C'est le petit nom du criminel Netanyahou. C'est son petit nom. Il va faire ça. C'est décidé à Washington, dans le cadre de ce projet-là. Après, on dit Bibi viendra faire ça. Vous avez calé le rapport de Brookings Institute, pour ne pas citer d'autres rapports. C'est un vieux rapport. Tout ça est décidé dans ce rapport-là. Ce n'est pas un rapport israélien, c'est américain, madame. Madame Balakani, vous venez de parler de l'implication des États-Unis dans le conflit qui oppose Israël aux autres territoires qui sont autour d'elle. Nous nous rappelons de la sortie... Attendez, si vous permettez un peu, je vais arriver à votre question. Je ne ferai pas la question factuelle. Je suis en train d'y atterrir. Je vais y atterrir. Je vais y atterrir. Je dis que le rapport Brookings, ce n'est pas le seul rapport. Il y a plusieurs rapports comme ça. C'est-à-dire que la politique de sécurité américaine, ça dépend des partis, hein, de sécurité américaine, a des perspectives claires pour cette région par rapport aux intérêts américains. Et l'intérêt américain est inséparable des intérêts d'Israël. Vous comprenez ça? C'est inséparable. Au point où les Américains décident, l'État d'Israël applique. Et des personnes comme Netanyahou, qui a remplacé Ariel Sharon dans cette perspective du côté d'Israël, vient simplement appliquer une politique décidée aux États-Unis. L'enjeu, c'est quoi? J'y arrive. Là, si vous regardez la carte de la sous-région, l'Amérique a au moins 10 bases militaires. 10 bases militaires. Je ne sais pas si vous comprenez. 10. C'est-à-dire dans tous les pays. Qatar, Oman, Émirats arabes unis, partout, en Israël, en Irak, en Jordanie,
Les Américains, ils ont totalement militarisé la région. Je ne sais pas, dites-moi pourquoi un pays comme les États-Unis, c'est-à-dire que dans chaque pays qui constitue la zone, il y a une base américaine, militaire américaine. Et tout le problème d'Israël, de Netanyahou, c'est de s'assurer que jamais les Américains ne quittent cette zone. De bien, les Américains ne quittent cette zone. Il faut bien comprendre ce jeu d'alliance qui est entre eux. Donc, alors, ce qui a donc permis jusqu'à présent, je suis devant sur votre question, de s'assurer que Israël soit la puissance militaire supérieure dans la sous-région. Que dans la sous-région n'émerge aucune menace, d'après la lecture de la sous-région, d'après les critères occidentaux, qu'il n'émerge aucune menace capable d'inquiéter Israël. Dans cette logique d'Adon, Mme Charlotte, depuis la guerre de 6 jours, depuis la guerre de 6 jours, où le prestige d'Israël a été établi, où son invincibilité a revêtu une dimension divine, on sait que l'armée israélienne est très puissante. Elle est dotée d'un génie technologique imparable et incomparable qu'aucun État arabe, je vous rejoins, n'atteindra jamais. Donc, le monde entier sait, dans la tête des gens dans le monde entier, que Israël est vraiment le peuple de Dieu et qu'il n'est pas possible qu'un État arabe se tienne devant Israël. Donc, ce mythe-là est donc aujourd'hui renversé, est sérieusement effrité par la riposte iranienne. Donc, pour lire donc ce qui se passe, je sentais vous satisfaire, je vous vois sourire, tant mieux. Pour donc lire cette situation, il faut donc partir de ce principe. Que, le dôme de fer a sanctuarisé Israël. Même une mouche ne devait pas passer là-bas. Je dis même une mouche. Parce que le missile est trop gros, on le voit. Même les mouches ne devraient pas passer là-bas. L'Iran ne peut pas. C'est un pays attardé, archaïque, à la technologie rudimentaire. Donc, aucun pays, en plus l'Iran, ne peut oser, non seulement se défendre par rapport à Israël, mais oser attaquer. Donc, quand l'affaire commence, le monde entier sait que les jours de l'Iran sont comptés. C'est l'inverse donc qui s'est produit. Avec... Le dôme de fer. C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dôme de fer. Il faut trouver le contraire du fer pour savoir ce que c'est devenu. C'est une passoire. C'est une passoire. Et on découvre que l'Iran est en avance technologique sur Israël. Je répète, l'Iran est en avance technologique sur Israël. Au niveau de la production des missiles, au niveau de la production des drones. L'Iran a des missiles qui disent au dôme de fer, tais-toi, tu ne m'as pas vu. Le dôme de fer dit, c'est vrai, tu as raison, je me tais, je ne te vois pas. Moi, je soutiens l'Iran. Je soutiens l'Iran. Ce n'est pas un soutien aveugle. Non. C'est un soutien de principe. Il est de principe. Parce que l'Iran est agressé dans sa souveraineté. Parce que l'État d'Israël, c'est une anomalie dans cette sous-région. L'État d'Israël, dit bien l'État d'Israël, c'est une anomalie. Il y a le problème. Et que ça engage le monde. Puisque Israël est la frontière géopolitique du monde. Puisque le droit international meurt devant Israël. Puisque le droit à la défense d'Israël a remplacé le droit international. Puisque le péché de notre époque, c'est l'antisémitisme, qui a même remplacé le péché originel chez les chrétiens. Ce n'est pas le péché originel, mais l'antisémitisme a remplacé le péché originel. Un pécheur, dans notre époque, est celui qui est contre Israël. Un pécheur, c'est celui qui n'est pas d'accord avec la politique qu'Israël mène. C'est ça l'antisémitisme. Donc on voit très bien que l'enjeu d'Israël, c'est l'enjeu de l'humanité. C'est l'enjeu du vieux monde et du nouveau monde. C'est l'enjeu de notre temps, à savoir la perpétuation de la domination occidentale suppose la disparition de l'humanité, à défaut, sa soumission à Israël comme esclave.
Et Israël, c'est l'Occident. L'Occident, c'est la France, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est l'Angleterre, c'est l'OTAN. Et leurs balais africains et les populations africaines qui sont occidentalisées et qui travaillent pour l'Occident. Voilà l'Occident. Tous ces gens-là sont pro-Israël. Et ils maudissent l'Iran. Et ils ferment les yeux sur une guerre sans prétexte, sans raison. C'est une agression en plein jour, c'est une agression en plein jour. Par un fou, protégé par notre malade mental Donald Trump. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas nous aligner derrière ça. Donc la position du UNMP est claire. Nous condamnons l'État d'Israël. Nous dénonçons l'attaque, l'agression dont est victime l'État d'Iran et son peuple. Nous disons que l'Israël porte l'entière responsabilité du sang innocent qui est versé en Iran. Et du sang innocent qui est versé aussi en Israël. Je parle des populations civiles, pas des dirigeants israéliens. Plus vite le monde sera débarrassé de l'État d'Israël, plus ça sera mieux. L'État d'Israël, c'est le totem du monde. C'est la frontière. C'est l'horizon indépassable de Satan pour fermer les horizons de l'humanité. Je répète, c'est l'horizon indépassable posé par Satan pour fermer les horizons de l'humanité que le Christ, du point de vue chrétien, a libéré et a ouvert, monsieur. C'est incroyable. C'est incroyable. Que quelqu'un veut s'asseoir, il dit que je vais aller étudier l'eschatologie. Je m'en fous de ton eschatologie. On s'en fout de ça. Dieu, ce n'est pas l'eschatologie. Dieu est dans nos cœurs. Et nos cœurs doivent battre d'après la justice divine. Israël, c'est l'injustice au niveau le plus élevé. Ils ont servi du diable. Ils ont servi de Satan. C'est un état satanique. Voilà. Et tout homme qui croit à la justice sur la terre doit se lever contre l'État d'Israël. Je n'ai pas dit contre les Juifs, contre l'État d'Israël. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je soutiens l'Iran. Voilà, je soutiens l'Iran. Très bien, Monsieur le Président. Donc il faut arrêter ça. L'humanité ne doit pas être esclave d'Israël. Un engin créé par le diable, manifesté par cet État criminel qu'on appelle les États-Unis, dirigé actuellement par un malade mental, un fou, qui s'exprime grossièrement, qui dit tout et n'importe quoi. Trump là, Donald Trump là, ça c'est l'image d'un chrétien. Un chrétien, c'est parce que les pasteurs posent la main sur ta tête. Tu fais les grimaces à l'église. Un chrétien parle comme ça, comme Donald Trump. Se comporte ainsi, comme un bandit. Hein? C'est un Yankee. Plus Far West, devant nous. Qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a fait quoi? Monsieur Donald Trump, la patronne des services de renseignement, qui l'a nommé, hein? Et qui l'a vanté au monde entier. Il a vanté cette dame. Lui dit que, monsieur le président, il n'y a rien à reprocher à l'Iran. Dans le rapport annuel que fait la CIA et autres structures de renseignement pour évaluer la menace iranienne. Ce rapport 2025, dont je souhaite vous parler. Vous savez de qui dit? Il dit, je m'en fous de ce qu'elle parle. Je m'en fous de ce rapport. Ça ne me dit rien. C'est lui le rapport. C'est lui de la tombe le rapport. Et tout ça au nom de la chrétienté. Et des intégristes évangéliques qui sont ses soutiens de campagne. Qui financent la colonisation en Palestine. Au nom de Jésus. Jésus était un colon. Jésus était un génocidaire. Jésus tuait les enfants. C'est une honte. Et ce christianisme judéo-chrétien là, il va tomber. Le monde en a marre. Le monde en a marre. Le monde est fatigué de ça. Ce Jésus criminel, bâtard, qui tue les enfants, le monde est fatigué de ça, monsieur. Et vous devez avoir honte. Vous les chrétiens qui fermez les yeux devant ça, au nom de l'eschatologie qui donne tous les droits à Israël, en violant la parole divine. Donald Trump doit faire extrêmement attention. D'ailleurs, qu'il continue comme ça. Un voyou qui menace des présidents, comme ça. M. Khamenei est le chef de l'État iranien, il mérite un peu de respect.
Si Trump est l'ami d'un génocidaire, qu'est-ce qu'il faut Donald Trump? Il protège un criminel. En quoi Netanyahou est mieux que l'ayatollah Khomeini? En quoi? Est-ce que l'ayatollah Khomeini fait les crimes que Netanyahou fait dans ce monde? Que Israël fait dans ce monde? Alors, l'État iranien n'est pas exemple de critique. Mais ce n'est pas l'État iranien qui a créé le problème palestinien, ce n'est pas l'État iranien. L'État iranien est pris dans cet engrenage comme tous les États de cette sous-région qui n'ont pas de paix parce qu'il faut que Israël domine la sous-région. Parce qu'il faut que Israël prenne le contrôle de toute la sous-région. Parce qu'il faut construire Eretz Israël, le grand Israël, la terre sainte, n'importe quoi. Le monde ne craint pas, ne craint plus votre Dieu là. On ne le craint plus. On ne le craint plus, c'est fini ça. On ne le craint plus. Et que les chrétiens, allez prier pour Israël si vous voulez. Allez continuer à prier. Mais restez avec ça dans vos églises là. Hein. Les vrais enfants de Dieu savent que Dieu n'est pas dans un bâtiment. Il est dans nos cœurs. Si M. Chiroma, puisqu'on parle de lui, reflétant politiquement le mouvement qu'on observe généralement dans le Grand Nord, entre guillemets, Grand Nord, parlons comme ça, le Grand Nord, parce que le Grand Nord masque la diversité de cette région-là. Diversité démographique, diversité culturelle, diversité religieuse. Mais le Grand Nord veut dire quelque chose politiquement au Cameroun quand on regarde l'histoire du Cameroun. C'est très important. Il faut voir comment la France a créé, a organisé et a structuré le Grand Nord dans son rapport au Grand Sud pour comprendre toute la dimension de ce que je suis en train de vouloir soulever. Mais je le verrai tout à l'heure, si vous le voulez, avec votre permission. Donc, M. Chiroma certainement estime que ses intérêts et son avenir politique ne sont plus garantis par le pacte politique qu'il a lié jusqu'à présent au président Biya. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, le discours et les gestes maintenant qu'il utilise et qu'il pose, les postures qu'il prend, relèvent de la politique politicienne. Et présenter aujourd'hui le gouvernement auquel il a appartenu depuis des années. Depuis plus de 20 ans. Il a été ministre des Transports, ministre de la Communication et aujourd'hui ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Présenter ce gouvernement comme étant responsable de toute la misère des populations du Nord par M. Chiroma n'est compréhensible politiquement que si vraiment on s'inscrit dans la lecture qu'il vient de faire tout à l'heure. C'est-à-dire que la succession du président est engagée, l'élite du Grand Nord bat le rappel de toutes ses troupes pour négocier cette succession. Soit on les rebelle au pouvoir, comme ils le disent depuis un bon bout de temps, soit ils ont décidé de faire payer très cher le prix que représente l'électorat du Nord, comme ils disent, et qu'on évalue à plus de 40% du corps électoral de notre pays. Donc il est question d'utiliser cette force électorale, entre guillemets, dans la perspective de la négociation de la place du Grand Nord dans le cadre de la succession du président, à défaut d'une reprise de pouvoir. Alors quand on arrive à ce niveau, on comprend très bien ce que ça implique, naturellement, le jeu des puissances en général, et particulièrement la France, celui de la France. Comme tout à l'heure, je vous ai convoqué l'histoire de l'axe Nord-Sud, en général, et en particulier l'histoire du Grand Nord, telle que la France l'a constituée dans le cadre de son projet géopolitique, à savoir maintenir à tout prix le Cameroun dans le giron français. Je rappelle que ce projet de maintenir le Cameroun à tout prix dans le giron français signifie la liquidation politique de tout le patriotisme camerounais. Monsieur le Président, vous avez parlé de fait, vous avez parlé de la succession du président, vous avez parlé également de l'axe Nord-Sud. Monsieur le Président, dans une récente vidéo, vous avez parlé d'un détachement de l'endocolonat pour rejoindre une partie de l'opposition néocoloniale. Monsieur le Président, est-ce que ce sont les prémices
de ce détachement néocolonial? Il faut être très naïf pour ne pas le voir. D'abord, il y a des éléments de langage, mais aussi les éléments de ce que j'appelle classiques de la géopolitique camerounaise. À savoir, vous n'avez qu'à écouter les médias français. Les invités qu'on choisit de mettre en valeur ces derniers temps-ci et d'écouter leurs discours. Il faut être vigilant. Alors, quand vous entendez dans ces médias-là, je vous rappelle que les médias français sont non seulement les organes du ministère des Affaires étrangères de la France, mais participent à la géostratégie française. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Donc, les invités ne sont pas le fait du hasard, les thèmes ne sont pas choisis au hasard. Et quand on sait décoder les récits des médias français et les invités qui sont choisis, on voit très bien un peu, quand on a les clés de lecture, on voit très bien un peu ce que la France prépare, ce que la France veut faire, de quel côté elle est en train de tanguer. Donc les choses sont claires. Je l'avais expliqué dans le cadre du morceau que nous avons délivré à la faveur du meeting organisé par l'agent de l'étranger. Vous vous souvenez très bien, à Paris. J'avais indiqué, et ce n'est pas une indication, c'est une conclusion qui découle directement de l'analyse des lois de la géopolitique camerounaise telle que la France l'a implémentée. Il est clair qu'aujourd'hui, la France est mise sur l'éclatement de l'endocolonial camerounais en partie. Et une fois cet éclatement réalisé, il sera question d'opposer à l'endocolonial du Grand Sud, pardon, comme ça, c'est-à-dire centre-est-ouest, centre-est-sud, conservatrice, réactionnaire, il faudrait lui opposer une partie de l'endocolonial pro-française, pro-occidentale. Et le cœur de cette stratégie, c'est l'alliance Nord, Grand Nord, Ouest. C'est ça, le cœur dynamique de cette démarche-là. Mais c'est une démarche, hein, mais d'autres retournements ne sont pas exclus. Hein. L'élite du Grand Nord peut rouler pour elle-même, il n'est pas exclu même qu'elle se réconcilie même avec le NDPC, le président Biya. Il n'est pas exclu qu'elle lève les enchères. Il n'est pas sûr que ce soit justement de simple lever d'enchères. Même si on lève les enchères, la perspective de la succession impose une réflexion stratégique à moyen terme. Cette réflexion stratégique à moyen terme oblige l'élite du Nord, je vous dis, à se positionner dans le cadre de la succession. Donc ce n'est pas simplement une affaire domestique. L'outrecuidance que manifeste Tiroma, son absence de scrupules, le fait qu'il n'ait aucun état d'âme pour oser repartir vers le peuple du Nord pour tenir ce discours qu'il raconte, la montre qu'au Cameroun, le rapport à l'électorat n'a rien de fondamentalement rationnel au sens politologique du mot. Je veux dire que ce n'est pas une affaire d'idéologie. Les électeurs ne sont pas si rationnels que ça. Et que la rationalité électorale a à voir avec des lois communautaristes qui se traduisent par le fait qu'un homme politique peut faire 20 ans au gouvernement, l'autre peut faire 7 ans au gouvernement, et il vient après dire que non, il n'est pas responsable de la situation du pays. Et il ne craint pas que cela aurait un impact sur l'ascension populaire. Donc il faut tenir compte de tout ça. Dans ce que Tiroma a fait, il y a tout ça là-dedans. Il y a les lois les plus cachées de la politique camerounaise qui sont là manifestées dans le comportement de M. Tiroma. D'ailleurs, il n'est pas le dernier. On attend Belobo Magari, à Clément Naseki. C'est un agent de l'étranger. C'est comme l'autre. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'un de ces grands communicateurs qui a tiré à boulet rouge
sur l'autre agent, dans le cadre de la bataille des agents pour pleurer à leur patron. On ne fera pas le citer le nom des gens ici. Vous savez de qui je parle. On l'a dénoncé pour dire que vraiment, l'autre agent, c'est un pion de la France. Vraiment, il faut finir ça parce que maintenant, il faut se tourner vers un anglophone qui n'est pas dans les affaires france-africaines. Vous savez, c'est tout récent. Mais le même grand communicateur n'a pas honte de se retrouver à Paris avec ce vaurien d'Akere Mouna pour rencontrer une autre, c'est-à-dire un fossile politique en voie de disparition à M. François Hollande, qui est d'abord une honte pour la France et qui est une honte même pour l'humanité. M. Akere Mouna prend des photos accompagné de celui qui lui a levé le parti, etc. Ça c'est point grave. Ce qui est grave, c'est la déclaration qui suit. M. Akere Mouna se vante de cette rencontre. Il salue la grande expérience de M. François Hollande. Comment ça sera très utile, n'est-ce pas, pour le Cameroun qui vient. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour le Cameroun. Ça fait pitié qu'un homme politique qui veut gouverner le Cameroun est fier de prendre une photo avec M. Hollande. Alors que c'est des photos à éviter. C'est à éviter. Quel est le plaisir? Prenez une photo avec François Hollande. Vous êtes fier de ça? M. Hollande, François Hollande. Je fais des fautes, je n'ai pas dit n'importe quoi. François Hollande. Au début du 21e siècle, un homme politique quand même pas la photo avec François Hollande. Il faut le communiquer, il est content. François Hollande. Que les Français même fuient partout en France. On le fuit en France, c'est une honte. Il fait honte en France. Mais M. Akere Mouna est très fier d'avoir rencontré François Hollande. C'est terrible. Mais ça aussi, nous dénonçons ça.